Oui, d'Olivia aux éditions du Nord-Ouest, d'abord, comment je pourrais dire, le fait de me retrouver éditeur, d'abord, a été un accident de la vie. Très heureux d'ailleurs, je suis très content d'avoir plongé dans cette aventure qui m'a amené à découvrir, à prolonger, à approfondir ma propre démarche poétique. Ça, c'est vraiment une chance de la vie. Oui, ça a été un accident dans le sens où c'était vraiment pas prévu dans mon trajet, si je puis dire. J'ai jamais eu d'ambition de carrière comme telle, sauf pour l'écriture, sauf pour le chemin que l'écriture me proposait dans la vie. La première fois, c'est un poème, la première fois un poème bilingue, parce que évidemment à 16 ans, on veut être connu mondialement, alors ça se passait en anglais. Alors je me souviens que le premier poème, ça racontait la vie d'un Jésus-Christ moderne. Évidemment, dans tous les fantasmes de sauveurs qui viennent de sauver l'humanité. Alors, c'est un poème que j'écrivais en français et j'avais laissé la page d'à côté pour l'écrire en anglais. C'était pas très bon comme poème, mais je devais avoir, je dirais 15-16 ans, 16 ans, oui, parce que c'était à la fin de ma lecture de Rimbaud. Et à ce moment-là, je n'étais pas encore très conscient que je voulais écrire. Du moins, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais écrire, mais j'étais tenté par la création parce que j'avais des amis autour de moi qui étaient musiciens, qui faisaient du théâtre. Et moi, qui ne faisais ni de théâtre ni de musique, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais écrire, c'est sûr. Et ça a commencé comme ça, tout simplement. L'écriture, très tôt, s'est imposé à moi, vraiment. On me surnommait l'homme au cahier noir. Je traînais toujours mes cahiers partout. Quand je faisais du théâtre, d'ailleurs, c'est moi qui prenais les notes de toutes les improvisations que les comédiens pouvaient faire, les discussions. J'étais le rapporteur officiel de la compagnie, si on peut dire. C'était vraiment une seconde nature, là, dans le sens où je voulais écrire. C'était assez dévorant. Et pendant plusieurs années, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler des automatismes. Vraiment évidemment, après avoir lu en partie Gauvreau, qui nous donnait comme une espèce d'incroyable liberté d'écriture. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi la déconstruction comme telle, mais avant de m'en rendre compte, j'ai écrit plusieurs années comme ça des cahiers, vraiment en écriture automatique, si je puis dire. C'était pas vraiment l'écriture automatique, c'était pas l'automatisme au sens où Gauvreau l'entendait, mais du moins, ça m'a permis d'approfondir et surtout probablement de me donner la piqûre vraie de, de l'écriture, qui était pas... J'ai commencé à pratiquer, je dirais quotidiennement, l'écriture comme telle, plus consciemment, disons, au début de la vingtaine. Et il y a une rencontre là-dedans qui a été déterminante, qui est celle de Michel Beaulieu, que j'avais rencontré à une soirée de poésie et qui m'avait encouragé à écrire. Et la rencontre avec Michel, dans ce sens-là, a confirmé une intuition que j'avais ou un désir que j'avais de faire mon chemin avec la poésie, avec l'écriture. Et Michel était, dans ce sens-là, un exemple tout à fait probant, puisque lui-même était très enraciné dans l'expérience comme telle de la poésie et de l'écriture. Non, ça c'est venu plus tard. Le poème d'amour, j'avais beaucoup de misère à écrire des poèmes sur mes blondes. Non, non, c'était vraiment séparé, ça. Ça a été tout de suite, je dirais, lié à l'intériorité, d'abord. Je ne saurais pas trop expliquer exactement pourquoi, mais ça m'est apparu, l'écriture m'est apparue comme quelque chose, d'abord c'était un secret. Pendant des années, ça a été un secret. J'ai personne, enfin c'est un secret de polichinelle dans le sens où les gens savaient bien que j'écrivais, mais je ne montrais rien à personne, c'était vraiment pour moi. Et je pense que ça a commencé comme ça mon aventure, c'est-à-dire à 20 ans évidemment, j'ai voulu publier, puis j'ai envoyé un manuscrit à un éditeur montréalais qui m'est revenu par retour du courrier très gentiment avec un mot c'est pas prêt pour tout de suite. Et ça a été, je dirais, mon premier Waterloo, dans le sens où un jeune homme de 20 ans qui est dans l'expérience, qui est
habité par l'expérience de Rimbaud. Hein. Rimbaud en a impressionné plusieurs, c'est un cliché absolu, mais je procède de ce cliché d'abord. Rimbaud, ayant tout écrit autour de 18 ans, je me disais, bon, ben voilà, il faut tout écrire avant 20 ans. Et je m'étais donné à fond de train un peu là-dedans, et le manuscrit m'était revenu par retour du courrier. Ça a été un choc, et là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il fallait probablement que je connaisse ma langue, que je m'assoie et que j'étudie, ni plus ni moins, les poètes et ma langue, carrément. Je pense que je ne connaissais pas bien ma langue à ce moment-là, ce qui fait que Gauvreau, effectivement, m'avait donné une possibilité d'écrire, mais c'était pas un point d'achèvement. C'était très moral, d'ailleurs, ce que je pouvais écrire à ce moment-là. Il y avait toujours une pointe. Disons que je qualifierais mon écriture à ce moment-là d'un mélange d'écriture exploréenne et morale au sens d'un Paul Chamberlain, disons. Avec des considérations sur la génération Pepsi, sur l'état du monde. Mon père était régulateur de train, dispatcher comme on dit. Ma mère était infirmière. Cependant, ma mère avait eu une éducation littéraire. Son poète préféré, c'était Lamartine. J'ai appris ça des années plus tard, évidemment. Elle était bien contente d'avoir un fils qui écrivait. Très fière. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai lancé mon premier livre. Elle était là, elle accueillait tout le monde. C'était très, très touchant. Mais les livres à la maison étaient cantonnés dans la hauteur de la cuisine. Dans l'armoire du haut, tout en haut, dans la cuisine, près de la fenêtre, là, il y avait un paquet de livres. Il y avait d'ailleurs un exemplaire d'une saison en enfer de Rimbaud, le livre Quo Vadis qui m'avait hanté durant plusieurs années, sans que je le lise vraiment d'ailleurs, c'était plutôt la couverture qui m'intriguait, une espèce de figure tauromachique avec une femme à demi habillée sur le taureau, c'est très inspirant. Il faut croire, le désir et l'écriture sont probablement très liés dans ce sens-là. Mon frère avait un beau talent de peintre qu'il n'a pas exploité comme tel. Mes deux sœurs, non, n'avaient rien à voir avec la littérature. Non, ça c'est un portrait classique, je trouve, de ma génération comme des Québécois en général. C'est que il n'y a pas d'enracinement de l'expérience culturelle ou littéraire proprement dite. Et de sorte comme on n'avait pas de modèle, on se demandait un petit peu, mais est-ce que je suis pas un peu un usurpateur? J'ai pas d'éducation classique, j'ai pas fait mon cours classique. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'écrire vu que j'ai pas d'éducation classique? Alors ça m'a pris des années avant d'avoir un minimum de confiance, je dirais, à l'égard de la poésie, bien que mon désir profond était d'en écrire. Et entre le jeune homme de 20 ans et l'homme qui a publié son premier livre, il s'est quand même passé 15 ans. J'ai publié mon premier livre quand même à 35 ans. Au Norrois, oui, qui est un éditeur que j'avais choisi. Je trouvais que le travail qui se faisait au Norrois, de façon générale, m'inspirait. J'aimais des auteurs qui publiaient là. Beaulieu publiait là, évidemment. Michel m'a toujours encouragé à publier toutes ces années-là. Mais je pense qu'il fallait que je ne pouvais pas faire l'économie de la chambre noire. Durant des années, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous à cette table, en train d'essayer d'écrire, c'est toujours ce que je disais. Bien que quand je lisais publiquement, les gens me disaient, mais où peut-on trouver vos livres? J'ai pas de livre, moi j'essaie d'écrire. Mais ça l'a enraciné quelque chose de profond en moi qui est une vision de l'écriture qui est proche de celle d'un Kafka, par exemple, ou d'un Pessoa. C'est-à-dire que l'écriture est le mouvement même de la vie. C'est-à-dire, plus important encore que de publier, d'abord écrire et pas voir, mais suivre ce chemin d'écriture. Vraiment, là, on est dans la forme pure de la connaissance, c'est-à-dire aller vers le plus inconnu, aller vers ce qu'on ne connaît pas de soi-même. Et l'écriture m'a vraiment appris ça, je pense, à avoir confiance dans le sillon qu'elle pouvait ouvrir, et même des choses auxquelles je ne m'attendais pas moi-même, des choses que je ne pensais pas même écrire un jour. Je donnerais comme exemple, par exemple, L'oubli du monde, qui se passe beaucoup autour des souvenirs liés à mon enfance lévisienne, si on peut dire, ou plus bas encore, dans le bas du fleuve, Rivière-du-Loup, qui est mon lieu archaïque, qui habite plusieurs recueils.
Je dirais que l'écriture m'a obligé à faire confiance à l'écriture. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, les jeunes hommes de notre génération, on était habités par ce qu'on pourrait appeler une révolte qui est toujours présente, qui est toujours là en moi comme une étincelle, comme une flamme qui brûle, parce que l'injustice du monde n'est jamais quelque chose d'agréable à considérer. Mais en même temps, l'écriture m'a amené à simplifier, je dirais, le, le, mon rapport au langage poétique. Et le point tournant de ça, c'est vraiment l'oubli du monde, où j'aurais jamais imaginé que je pouvais écrire des poèmes s'inscrivant dans une telle simplicité, par exemple. Et j'avais conscience, en écrivant l'oubli du monde, qu'il y avait quelque chose là, dans mon écriture qui se métamorphosait. Et ça a été un état de grâce incroyable. D'ailleurs, des poèmes que j'ai écrits à peu près en 2 mois, que j'ai travaillé bien sûr par la suite, mais essentiellement toute la matière en 90 jours, quotidiennement. Il y avait un poème qui sortait par jour. C'était assez fantastique et contraire à mon expérience d'écriture habituelle. Et c'est pas revenu depuis d'ailleurs. Autrement, arriver à ce que le poème prenne forme, comme on dit, c'est plutôt laborieux, c'est plutôt long, c'est plutôt... je me considère comme quelqu'un de plutôt acharné que quelqu'un de talentueux au sens naturel du terme. Il y a des gens qui ont une facilité d'écriture, hein, on dit une facilité de la plume, ce qui n'est pas mon cas. C'est une écriture très lente, laborieuse. Il me faut griffonner longtemps avant d'arriver à l'écriture comme telle. C'est ce que je répète souvent à mes étudiants d'ailleurs quand je donne des cours. Il faut écrire longtemps pour trouver l'écriture et éventuellement trouver quelque chose qui fasse sens pour quelqu'un d'autre. Le projet de tableau d'ailleurs, la première publication que j'ai faite était totalement sous influence, là, ça c'est clair. J'ai effacé beaucoup de manières qui pouvaient trop ressembler à Michel, mais il reste que j'ai écrit ce livre avec un regard très présent derrière la tête de lui. Donc l'écriture proche de l'expérience, sans employer le mot quotidien, disons, proche des trivialités de la vie, quoi. Oui, la famille, dans le cas de l'oubli du monde, ce qui est le plus près de nous, en quelque sorte. Et père, le père, ben oui, les poèmes du père, ça m'a étonné moi-même. Mon père est mort quand j'avais 23 ans, et je pense qu'on n'a pas eu le temps de vraiment entamer ce qu'on pourrait appeler un dialogue ensemble. Moi, j'étais trop jeune, et lui est parti trop vite, en quelque sorte. Sur le coup, ça m'a laissé un vide, pas vraiment une tristesse au sens fort du terme, mais un vide. Et quand j'ai écrit L'oubli du monde, comme ça, il m'est revenu... d'abord à partir de l'image du grand-père et par analogie, je dirais, en glissant vers cette présence, cette figure du père. La figure de la mère est pas dans l'oubli du monde, mais elle est dans des notes qui poursuivent l'oubli du monde, que je continue à écrire, qui est un livre qui s'écrit encore. Je pense que c'est un livre qui va être pour moi central, au sens où c'est un livre que je continue à écrire. J'ai beaucoup de poèmes dans mes cahiers qui font encore référence à l'oubli du monde. D'ailleurs, Fenêtre et ailleurs, le suivant, portait le titre L'oubli du monde 2. Le point de départ, c'est toujours de retrouver cette mémoire et voire même d'inventer le souvenir. L'archéologie de la mémoire, sûrement, je trouve que c'est un terme qui convient bien parce que évidemment les choses se mêlent. Il y a des chapitres, enfin les chapitres n'ont aucune importance et en soi, je les ai regroupés par la suite, mais c'est clair que il y avait ce souvenir de l'enfance, de la petite enfance qui est notre âme du portage, qui m'habite encore profondément. D'ailleurs, Périphérie, le dernier, a été écrit en face de ce paysage-là. J'ai pris 2 mois d'un été pour aller là. Et j'ai, comme ça, exploré des chemins de mémoire. Mais je pense que ça, c'est le propre de l'écriture en soi, d'ouvrir tout à coup en soi des... Si on ratisse, on dit toujours la même chose, de toute façon, mais on ratisse plus profond peut-être si on écoute vraiment ce qui se passe. C'est comme ça que l'oubli du monde est sorti. C'était vraiment pas prémédité, que je parlerais du père, de la mère, de souvenirs très particuliers, très précis même parfois,
d'autres plus floues, plus inventées, disons, la ville imaginaire, la ville réelle, le monde réel, le monde imaginaire. Mais je pense que l'imaginaire et la réalité, dans ce sens-là, se confondent dans la mémoire et font une réalité en soi, de sorte que le père peut cohabiter avec d'autres figures. Je n'ai pas cherché à faire quelque chose de particulier autour du père, c'est plutôt quelque chose qui s'est imposé dans l'écriture comme telle. D'ailleurs, dans l'oubli du monde, c'est devenu plusieurs petits poèmes autour du père, alors que c'était un poème qui partait de l'enterrement de papa en 76 dans le Charny, puisque c'était l'hiver. Je te tends la main. J'ai l'impression qu'en vieillissant, on ressemble un peu, ou en tout cas, on a le goût de rapailler, comme dirait Miron, de rapailler les éléments de sa mémoire éparse et de les organiser de telle façon que ça fasse sens pour quelqu'un d'autre. Évidemment, le souvenir en soi, pour quelqu'un d'autre, n'a aucune importance. Mais si ça peut révéler quelque chose de sa propre expérience du monde, ben, je dois dire qu'à ce moment-là, le poète a gagné son pari déjà. Mais j'étais, je dois dire, écœuré d'être à Lévis, ça c'est sûr. La troupe de théâtre dans laquelle je travaillais périclitait, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Je me rendais compte que tout à coup, que le projet, le rêve que j'avais d'écrire, ben ça a été un choc. Parce que je croyais que les autres partageaient ce rêve-là, comme moi, et que tout le monde, toute la gang, quoi qu'on était, allait devenir dramaturge, écrivain, musicien, peintre. Oui, je suis le seul à avoir persisté comme tel, de façon acharnée dans l'écriture, comme je l'ai fait. Mais je projetais mon propre désir sur les autres, probablement. Et à ce moment-là, je connaissais Michel à Montréal déjà, on est en 78 à ce moment-là, et je décide de m'en aller à Rimouski pour renouer avec les études, en études littéraires à Rimouski. Et à ce moment-là, j'avais quand même fait des contacts un peu en théâtre, et en arrivant à Rimouski, quelqu'un me propose, Paul, tu veux pas venir travailler avec nous à Montréal, au théâtre de quartier? Ben, j'ai dit oui, sauf que là, je me suis inscrit à l'université. Si vous voulez attendre un an, moi, je rentrerai à Montréal en 79. Et là, ça me sécurisait parce que je voulais pas arriver à Montréal sans emploi, étudiant. Ça m'inquiétait un peu, ça. Il reste que comme provincial, si on peut s'exprimer ainsi, ou comme originaire d'une petite ville, on est attiré, mais aussi on a des craintes. Et je suis un peu peureux là-dessus, effectivement. Qu'as-tu fait comme 79 et 85. C'est une troupe de théâtre un peu politique, dans la mouvance des années 70. Beaucoup de théâtre avec des gens ordinaires. Je donnais des ateliers en milieu populaire, on donnait des ateliers, j'animais, j'étais même vendeur de spectacles, pas très bon par ailleurs. Puis ça m'intéressait pas beaucoup vendre des spectacles, mais ça me permettait d'être proche de la création. Parce que je savais une chose en commençant à d'écrire, c'est que je ne pourrais pas gagner ma vie avec la poésie. Mais je pouvais organiser ma vie autour de l'écriture et de rester proche de la création. Ça, c'était un désir qui était fondamental. Il fallait que je trouve un moyen de rester proche de la création. Alors le théâtre est arrivé comme ça. C'est un accident. Une vraie pièce, qui a été une traduction de Antonio Scarmetta, Sogni Cananier Verdia, qui est devenu J'ai rêvé que la neige brûlait dans notre adaptation, et qui racontait donc l'épisode pas une commune, mais comment on dit ça, une maison, un hôtel, un genre d'hôtel communautaire où il y avait plusieurs personnages là-dedans, et ça se passait durant le coup d'État, avant et après le coup d'État donc de 72 au Chili. Le théâtre a été un épisode important quand même dans ma vie, dans le sens où j'ai appris énormément de choses dans l'administration d'une compagnie culturelle, mais aussi dans la disponibilité que je pouvais avoir aux accidents de la vie. C'est-à-dire, j'étais pas comédien, j'ai joué, très mauvais d'ailleurs. Il n'existe rien là-dessus, j'en suis très heureux. Mais j'étais un bon professeur, j'étais un bon animateur d'atelier d'écriture. Il y a deux choses qui m'ont fait aimer le théâtre comme tel, c'est la rencontre avec Beckett, en attendant Godot, ça. À partir de ce moment-là, j'ai dit le théâtre c'est possible. Et le Théâtre E à Québec, qui est un théâtre d'agitation propagande, qui faisait un théâtre de masques,
inspiré de la comédie dell'arte beaucoup. Et ça me plaisait beaucoup. Alors ça a commencé comme ça, et le théâtre a duré comme ça jusqu'en 85. J'ai fait quelque chose par après, mais c'était épisodique et ça n'a eu aucune conséquence parce que ce que j'aimais en théâtre, c'était l'esprit de groupe. Je me suis rendu compte qu'en revenant chez moi, dès lors que je commençais une pièce, à écrire une pièce, après 2 pages, c'était terminé, il n'y avait plus rien à dire sur la chose parce que je n'avais pas la relance ou le contact avec les comédiens que j'aimais beaucoup. Donc c'est quelque chose que j'ai abandonné peu à peu, finalement, l'écriture théâtrale. C'est presque plus présent maintenant. Dans les années 70, l'ambiance était vraiment, je dirais, très politisée. On était une génération, me semble-t-il, qui était très politisée. Euh, Ça part d'un sentiment d'injustice, ça c'est certain, de la lecture de Camus, de Sartre, pas tellement par les poètes à ce moment-là, bien qu'il y avait Miron, bien sûr, qui était un personnage important. La conscience qu'on était une entité complète pour nous-mêmes, mais l'écrivain engagé, j'ai tenté d'engager mon écriture parfois sur les chemins du politique, mais je me suis rendu compte très très vite que c'était pas la peine d'insister pour moi. J'étais banal, niaiseux. Sitôt que je prends ma plume pour écrire un texte dit politique ou susceptible de porter un engagement clair, affirmé, non, ça donnait toujours une écriture un peu bâtarde, un peu des réflexions banales que d'autres peuvent exprimer beaucoup mieux que moi. Et j'ai senti à ce moment-là que cet engagement-là de la personne, du citoyen, se passait plus avec mes compatriotes, tout simplement, avec mes compatriotes aussi bien québécois que terriens. Et c'est vrai que mon engagement en théâtre, pour moi, a été l'expression de mon engagement politique. Parce qu'on faisait un théâtre social, très branché sur l'expérience de groupes communautaires, par exemple. J'ai fait du théâtre d'intervention comme ça sur des problèmes de logement, sur des problèmes de bon voisinage dans des coopératives d'habitation. Je regrette pas du tout cette expérience-là. Elle m'a appris beaucoup. Elle m'a appris aussi à écrire. Ça me sortait un peu de moi-même. Ça me mettait dans... Ça, c'est l'autre. Je dirais que c'est l'autre aspect de ma personnalité. Autant l'écriture était quelque chose d'intérieur et de secret, autant dans la vie, je suis quelqu'un qui est porté à aller vers l'autre et à rentrer en contact et à établir des liens d'amitié assez facilement et assez rapidement. C'est quelque chose. J'aime l'être humain dans ce sens-là. Et tout ce qui peut faire mal à l'être humain me blesse profondément, c'est certain aussi. Et je pense que, de toute façon, ce terme d'engagement politique a été tellement galvaudé. J'ai réfléchi longtemps à la chose. C'est pas une réflexion qui est arrêtée, mais je pense qu'on ne peut pas exiger d'un écrivain qu'il s'engage politiquement au sens où Sartre le comprenait. Le premier engagement de l'écrivain, comme de n'importe quel artiste, c'est vis-à-vis de son art et de le faire au meilleur de lui-même. Et je pense que c'est là qu'on peut, oui, se dépasser, aller plus loin, chercher à faire sens dans la communauté des esprits, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que les sentiments à l'égard du monde sont éparpillés partout dans mes poèmes, je crois. Ils sont, bon, dans Projet de Pablo, il y a un poème autour du Guernica. Dans Périphérie, il y a beaucoup d'allusions autour de la guerre. Ce sont des choses qui me perturbent profondément. Je suis, je crois, profondément utopiste à cet égard. Et je veux être un pacifiste, malgré tout ce qu'on dit. Je pense que j'ai jamais touché une arme de ma vie, jamais tiré, même pas dans les jouets automatiques. Jamais pu supporter l'idée qu'on puisse prendre un fusil ou une arme contre quelqu'un. Quand j'ai lu L'expérience intérieure, plusieurs années plus tard de bataille, cette chose-là m'a parlé complètement et je me suis rendu compte que oui, l'écriture permettait d'ouvrir quelque chose qui était parallèle et sacré. Oui, lors de l'expérience du sacré, tout à fait. D'un sacré profane, si on peut dire, d'un sacré même hérétique au sens de Pasolini, parce que je ne crois pas à Dieu, je ne crois pas
Je ne sais pas si je suis gnostique ou athée, ça importe peu, mais je crois pas que... en fait, je crois que dans ma vie, que je crois ou je crois pas à Dieu, ça ne changera rien à la donne. C'est-à-dire que ça ne rajouterait pas une dimension morale à mon existence quotidienne. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs que je porte en moi qui sont, si on peut dire, des valeurs chrétiennes, même si on les a rejetées, même si on les a refusées. Il reste que dans le fondement. En fait, ce qu'on refusait, c'est le dogme de l'institution qu'on appelle l'Église catholique. Je me souviens qu'à 13 ans, on faisait semblant d'aller à l'église, quoi. On tournait autour, on y allait pour faire plaisir aux parents, mais on tournait autour de l'église et on rentrait à la maison après l'heure de la messe. C'est une ambiance, là. C'est vraiment une ambiance de l'époque. Si j'avais connu des curés qui avaient une espèce de conscience ouverte, peut-être que mon chemin aurait été différent. Mais toujours est-il que oui, je pense que ça a toujours été là. Je pense qu'il y avait quelque chose qui était séparant en moi. Il y avait la vie intérieure et la vie avec les autres. Avec les autres, il fallait être gentil, il fallait être fin, il fallait être chouette. Et les drames intérieurs, les garder pour soi. L'écriture permettait d'exprimer ou de penser des plaies, des blessures, pensais-je à l'époque. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose d'autre qui se passait quand même. Mais c'est clair que pour moi, le travail de l'écriture a quelque chose de presque sacré. C'est pour ça probablement que j'ai jamais pu employer ma plume pour écrire sur des événements politiques, pour commenter l'actualité ou que sais-je. Je l'ai fait dans la vingtaine, très très peu d'ailleurs, très très vite. Je me suis rendu compte, comme je disais tout à l'heure, que c'était un peu nono ce que j'écrivais. En tout cas, ça ne débordait pas le cadre d'une certaine limite et c'était donc pas la peine d'utiliser sa plume inutilement ou de gaspiller ma plume pour faire ce qu'on pourrait appeler des interventions politiques. Très vite, ça a été clair que c'était presque de l'ordre du sacré. Mais disons, mettons un bémol et disons tout simplement que ça m'a permis de m'enraciner dans ma propre existence, de me donner à mes propres yeux une consistance que je ne pouvais pas trouver dans le réel, dans la fragmentation du réel, dans la division du réel où les individus évoluent les uns à côté des autres sans se connaître, sans se voir, sans même savoir ce que vous portez et en jugeant très rapidement souvent. C'est pas pour rien que Kafka, dans ce sens-là, Kafka dit dans une page de son journal, l'écriture est ce qui me donne consistance dans la réalité, ça me permet d'être dans la réalité, d'habiter le réel complètement, parce que à ce moment-là, vis-à-vis de mes propres yeux, j'ai une vie, je peux la voir dans les cahiers, je peux la voir dans ce que j'écris. Et ça, je pense que ça a été important comme découverte, parce que ça m'a permis de me calmer les nerfs, ni plus ni moins, avec la publication, parce que je suis très habité par le doute. Hein. Je suis un être du doute et de l'incertitude. Moins maintenant, mais c'est un sentiment profond qui est toujours là. Moins maintenant dans le sens où j'ai quand même publié quelques livres, puis j'ai un minimum de confiance à l'égard de ce que je peux penser, de ce que je peux faire, de ce que je peux lire. Mais il reste qu'au premier abord, j'étais quelqu'un qui doutait terriblement de ce que je pouvais faire, et j'avais le sentiment que de prendre la place de quelqu'un d'autre, même, j'avais pas le droit d'écrire. Officiellement, j'avais pas le droit d'écrire. Le moteur même de la création, il y a certainement deux choses qui sont fondamentales, création en général, dans le travail artistique, poétique ou même scientifique. C'est l'amour. C'est l'amour de ce qu'on fait, c'est l'amour de ce qu'on peut... L'amour est vraiment une valeur fondatrice dans ce sens-là. Je dirais même amour et mélancolie, pour employer l'expression de Starobinsky concernant Baudelaire. La mélancolie est quelque chose qui nous fait écrire aussi beaucoup, qui nous fait créer, peut-être parce qu'il y a un sentiment de manque de l'amour. Je ne sais trop, mais c'est vrai que... Et pourtant, j'ai écrit des poèmes d'amour. Oui, j'en ai écrit pas mal plus que j'ai publié. Ou je les ai donnés, parfois ça m'est arrivé d'en donner, bien sûr, à l'être à qui je destinais ce poème. C'est vrai que l'amour est une valeur fondamentale, prenons-le dans les deux extrêmes d'ailleurs, hein, autant la haine peut faire
fait partie de ce serait pour moi la vision en négatif de l'amour. Mais l'amour est vraiment un élément fondateur qui nous fait écrire, qui nous garde dans la vie. Si on n'avait pas l'amour de la vie, je pense, de toute façon, si on n'avait pas l'amour de la vie, il n'y aurait pas ni d'écriture, il n'y aurait même plus de personne, il n'y aurait plus de valeur, ça ne vaudrait pas la peine de vivre, quoi. Vivre en bonne bête chaque jour, et mourir, déjà que ça n'a pas de sens, alors il faut au moins trouver un sens dans la vie, dans sa vie à soi. La connaissance même, l'acte de vouloir connaître procède pour moi de l'amour aussi. L'amour de la mémoire, l'amour du paysage, l'amour de la poésie, l'amour de l'art, l'amour de la mémoire aussi, parce que c'était un fondement de périphérie que je voulais trouver ce qui me rendait ce paysage de Notre-Dame du Portage porteur de sens pour moi. C'est pour ça que j'y étais. Et la mémoire a pris deux tendances à ce moment-là, la mémoire amérindienne et la mémoire écossaise. Ma mère étant Sailleur, d'ailleurs j'ai rêvé un jour de cesser de m'appeler Paul Bélanger pour m'appeler Paul Sailleur, pour honorer la mémoire de ce nom, qui est un nom maintenant, on peut le dire, québécois, francophone, mais en même temps qui a une sonorité écossaise. Il semble que ce soit un côté très important. Ils sont arrivés très tôt, d'ailleurs, dans la colonie, tout de suite après la conquête, en 1760. Mais l'histoire est assez floue parce qu'on dit qu'ils auraient été des gens d'un régiment, des mercenaires d'un régiment allemand qui accompagnait les Anglais. Et il s'appelait Sauer, S-A-U-R, et en arrivant ici, ils ont adopté la graphie anglo-saxonne. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que mon fantasme, parce qu'il y a tellement de Paul Bélanger, c'est effrayant, mon fantasme, c'est vraiment de m'appeler, de remettre tout ce que j'aurais écrit, si jamais ça a une suite ailleurs, au-delà de ma vie, ce dont je doute, mais ça serait de m'appeler, de tout reprendre mes textes pour appeler ça Paul Sailleur. J'ai trouvé un personnage, j'ai un personnage en tout cas de poète qui dort, qui s'appelle Thomas Sailleur. Peut-être par référence à T.S. Eliot, qui est un poète que j'aime, mais il reste que ça m'habite un peu. Je sais pas si c'est peut-être un personnage qui va prendre corps à un moment donné, parce que un peu comme plusieurs poètes ont fait, ou plusieurs écrivains, inventer un personnage qui est notre alter ego en quelque sorte, mais tout autre. Je pense qu'il y a quelque chose là qui dort, parce que je prends beaucoup de notes sur ce Thomas Sailleur. D'ailleurs, je ne suis pas certain de son prénom encore, mais très certainement Sailleur, oui. Pour honorer la mémoire de ma mère, comme je disais, et pour que des noms de la sorte s'enracinent dans l'expérience du Québec francophone, si on peut appeler ça comme ça. Ça fait partie de notre réalité. Nous sommes aussi composites de ce côté-là. Et pour moi, ce serait une façon de dire merci, en quelque sorte, à ma mère et d'honorer son nom, comme je disais. Il y a un personnage qui prend forme. C'est un jeune poète révolté, qui a écrit un seul poème très inspiré de Rimbaud. C'est une saison en enfer, réécrit par un jeune poète de 1999. Je suis en train d'y constituer une vie en quelque sorte. C'est assez curieux. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va arriver avec ce Sailleur-là. Peut-être qu'il finira par écrire un recueil de poèmes complet et qui méritera à ce moment-là d'être publié, mais pas pour l'instant. C'est pas encore prêt. J'ai pas eu le temps d'approfondir assez la chose. De me retrouver éditeur, ça a été pour moi une surprise totale et une angoisse totale au début, il faut bien le dire. Ça m'a pris plusieurs années à accepter la chose, à assumer la chose et à maintenant dire oui, je suis poète d'abord, éditeur ensuite, parce que si je n'étais pas poète, je ne serais pas éditeur. Pour moi, il n'y a aucun sens à faire de l'édition si je n'étais pas d'abord un créateur, poète. Pour moi, le travail d'éditeur, c'est exactement dans le prolongement de mon travail de poète.
c'est-à-dire l'exigence que je peux avoir pour moi-même à cet égard. Je veux être honnête avec les autres et leur donner la même chose que je leur donne, que je me donne moi-même, à savoir le doute. Le doute de ce que je dis, le doute de ce que je fais, le doute de ce que je peux accomplir. Et dans l'édition, c'est pareil. C'est de l'édition de poésie. On peut penser que l'édition de poésie est condamnée à demeurer marginale, confidentielle, mais pourtant, non, il y a quelque chose de plus public encore que le travail de poète dans le travail d'éditeur. Il y a une visibilité très différente. Évidemment, quand tu te présentes à quelque part, c'est pour parler des autres, pas de moi. Il y a des différences, mais en même temps, c'est très très proche. C'est un espèce de cadeau de la vie, je trouve, d'avoir la chance tout à coup de définir un lieu éditorial. Ça, je dois dire que le jeune garçon que j'étais à 20 ans ne s'attendait pas à ça du tout. Et c'est encore un accident que j'ai accepté par contre. Et j'ai accepté que cet accident allait m'apprendre des choses de moi-même et allait me permettre d'aller plus loin même dans ma poésie. Je pense que le fait d'être éditeur m'a rendu, enfin ça veut peut-être pas dire grand-chose pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même, je pense que le travail d'éditeur m'a rendu un meilleur poète. Ça m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais pensé. Je dois dire qu'au départ, j'avais aucune sensibilité à ça. Pour moi, une feuille renéotypée ou un livre, c'est du pareil au même. L'important étant ce qui est écrit noir sur blanc. Évidemment, j'ai changé depuis, sinon je ne ferais pas d'édition. Mais j'ai appris à aimer ça, donc j'ai appris à découvrir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans une texture de papier, en référence évidemment avec un contenu poétique. Mais cette expérience d'édition, je trouve que c'est incroyable, c'est un privilège, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est une espèce de travail qui fait partie de nous. C'est pas rentrer à la shop, c'est une aventure encore là de la vie. Ça fait partie de ma vie maintenant, complètement. Et j'en suis très heureux, malgré toutes les choses qui peuvent continuer de m'énerver du milieu littéraire, malgré les mondanités qui peuvent continuer de m'énerver du milieu littéraire, les égos d'auteurs, etc., etc. Je pense que, et d'ailleurs je l'ai déjà dit à un poète, quand je travaille, quand je représente la maison d'édition, j'aime représenter les poètes et parler pour eux, pour les mettre en valeur, etc. Mais quand je travaille avec un poète, je travaille pour la poésie. Et je pense que c'est ça le fondement de l'expérience de l'éditeur, c'est travailler pour la poésie, par amour de la poésie et par désir de la faire connaître aussi. Ça, malgré les moyens modestes, disons, qu'on peut avoir, il reste que on peut trouver des lecteurs et on peut être... Je pense que je fais de l'édition en poète, tout simplement. J'essaie de rester moi-même dans toutes les circonstances de la vie, j'essaie de rester tel que je suis. Je ne prends pas un rôle tout à coup pour être poète, pour être écrivain ou pour être éditeur. J'essaie d'être moi-même dans le travail d'édition que je fais. Quand j'enseigne, c'est la même chose. Je ne veux pas être un professeur d'abord, je veux être quelqu'un qui a la passion ou l'amour, on y revient, l'amour de la poésie tout simplement, l'amour de faire découvrir la poésie, l'amour que tout à coup, chez quelqu'un, quelque chose soit allumé par l'expérience du poème. Ça, c'est fondamental. On y revient encore. Et je ne peux pas envisager le travail d'édition autrement que de cette façon-là. C'est donc dans le prolongement de mon travail de créateur. Ça, c'est tout à fait certain.